Bonjour à tous et à toutes. Cette petite séquence qui vient d'arriver m'est utile parce que le niveau de dopamine a augmenté. Ben oui, et juste après déjeuner, c'est plutôt utile. J'ai 45 minutes pour vous partager une histoire, une intuition, une recherche. C'est mon intention aujourd'hui, pas plus. Vous partager ce qui, un jour, a été une idée qu'on a transformée. Et voilà. Et en plus, je me suis demandé si mon histoire, que je vais vous partager en quelques minutes, alors que j'ai 500 coachs agiles devant moi, si c'était de l'ordre de l'agilité, parce que c'est vrai, il nous arrive des choses, c'est toujours intéressant de voir exactement ce qui se passe finalement pour nous. Comment j'ai structuré en fait cette petite intervention? 3 temps. Un temps où je vous raconte notre histoire, l'histoire de l'Institut FAI, également l'approche Appreciative Inquiry, parce que c'est une méthode, mais c'est aussi une approche. Et puis un cadre de référence. Voilà un temps sur lequel je voulais échanger avec vous. Puis, il y a une méthode à laquelle nous formons. Là aussi, je vais vous présenter succinctement les différentes phases de cette méthode. Bien sûr, si certains trouvent que ce n'est pas assez concret, à vous de gérer votre frustration et d'aller chercher sur Internet. On a écrit des livres. Et puis, vous allez expérimenter. C'est-à-dire que vous allez vivre une vraie séquence appréciative. C'est celle-ci. On gardera du temps ensuite pour un échange, pour des questions. Voilà ce que je vous propose en 45 minutes. L'histoire, en fait, ça s'est produit il y a 15 ans. On a eu un livre dans les mains, Jean Pagès et moi-même, qui s'appelait Appreciative Inquiry Handbook. C'est un manuel qui relatait déjà des recherches. Et en fait, de ce livre, on en a fait quelque chose. C'est-à-dire qu'on a étudié comment utiliser les principes de ce livre, la méthodologie. On est allé dans les entreprises et puis nous avons expérimenté en 2003, 2004, 2005. Et on a eu des retours d'entreprises qui nous disaient « Sinon, c'est vachement bien votre méthode, focaliser sur les réussites, sur les forces, ça nous change des diagnostics des problèmes. » Donc voilà une première surprise qui nous a intéressés et de voir des collectifs emplis d'énergie, un peu comme ce que vous venez de vivre, en disant « Tiens, focaliser tous ensemble sur qu'est-ce qui a réussi dans notre entreprise, mais comment nous avons fait pour réussir, on n'avait pas l'habitude de ça. Tiens. » Donc on a continué notre expérimentation. Et puis, en fait, eh bien, on a mis notre recherche dans des livres. On a continué notre route. Ensuite, on s'est dit, tiens, ça vaudrait le coup d'aller aux États-Unis. J'ai été me former à l'université de Cleveland, qui est le berceau de l'approche. Et on a aujourd'hui un partenariat. Alors ça, ce sont les créateurs de la démarche appréciative. On a un partenariat avec l'université de Cleveland. On a continué notre histoire et puis on a eu le bonheur d'être sélectionné pour le congrès mondial qu'on organise l'année prochaine à Nice. Donc là, j'allais dire que 15 ans après, en partant du bouquin qu'on a eu dans les mains, arriver à avoir ce congrès organisé. Aujourd'hui, l'IFAI a formé près de 1000 personnes. Nous avons des centaines d'expérimentations, que ce soit dans des entreprises, mais aussi à l'hôpital, avec des avocats, avec des juges, avec des enfants, avec des enseignants. Donc ce que je vous présente là, ce n'est pas une méthode uniquement destinée aux entreprises, c'est destiné à tout collectif humain. C'est-à-dire tout collectif, qu'il soit sportif, une association, un parti politique, une communauté urbaine, une ville. On a des expérimentations à la ville de Nice. Voilà, donc c'est pour ça que c'est important que vous ne focalisez pas sur une méthode destinée à l'entreprise. J'allais dire une entreprise dite humaine, ça c'est possible. Comment ça a démarré? En fait, l'Appreciative Inquiry est née en 1986, donc ça fait 30 ans, un peu plus de 30 ans. Vous avez un thésard qui s'appelle David Coquille, et dans un laboratoire de sociologie des organisations de l'université, qui doit faire sa thèse. Et quand on fait une thèse, il faut un objet de recherche. L'objet de recherche, c'était une clinique, la clinique de Cleveland. Et donc, comme tout thésard, ils ont questionné le personnel médical, administratif aussi, les médecins, les chirurgiens, les aides-soignantes, les infirmières. Et ils ont remonté un certain nombre d'informations. Simplement, ils ont remonté des informations qui étaient plutôt négatives. C'est-à-dire qu'ils ne comprenaient pas pourquoi les gens, quand on leur pose des questions, en faisant un diagnostic social et de fonctionnement, les personnes remontaient naturellement et spontanément des dysfonctionnements, des problèmes, des difficultés, que ça. Et ramenant ça auprès de leur tuteur, de leur maître de stage, la question qui se dit, mais pour obtenir ce type de réponse, quelles questions nous posons? Donc, si on a des réponses négatives, sont-elles liées aux questions que nous posons?
Et finalement, ils se sont dit, tiens, ça vaut peut-être le coup d'inverser les questions. C'est-à-dire que si on veut obtenir d'autres réponses, on peut changer les questions. Et donc, ils ont refait un autre passage, ils ont diagnostiqué, mais cette fois avec des questions dites appréciatives. C'est parlez-moi de votre métier, qu'est-ce que vous préférez faire dans votre métier, comment vous avez réussi à être complètement engagé dans votre métier, avec qui, comment ça a fonctionné, savez-vous ce qui vous satisfait le plus. Donc, vous voyez que la nature des questions a orienté les personnes dans une direction qui n'était pas du tout la première. Ils ont obtenu des réponses, énormément de réponses, mais bien sûr, à une question, il y a une réponse, mais à une question positive, il y a une réponse positive. Deuxième effet, j'allais dire qui se coule, c'est que les personnes qui répondent de manière positivement, eh bien, c'est un peu ce qu'on vient de vivre là, c'est qu'elles sont contentes de partager quelque chose qui a marché, qui a réussi. Donc, le système émotionnel, les petits neurotransmetteurs sont plutôt dopaminiques. Il y a de l'émotion positive. Quand il y a de l'émotion positive, il y a un phénomène qu'on étudie aujourd'hui en psychologie positive, c'est qu'il y a plus de créativité, plus d'engagement, plus de coopération. La direction de l'hôpital de Cleveland a observé qu'il y a eu un mouvement d'engagement et de créativité bien au-delà de ce qu'ils espéraient. Et de là, en fait, il y a eu des études, et puis Copperrider, vous voyez le titre de sa thèse, qui est Appreciative Inquiry Toward a Methodology for Understanding and Enhancing Organization Innovation. Voilà la naissance de l'AI. 86, pendant 10 ans, ça n'a pas bougé de l'université. Et puis petit à petit, il y a des entreprises qui se sont dit, tiens, ça vaudrait peut-être le coup d'expérimenter en entreprise aux États-Unis. Et puis nous avons amené ça en France. Alors, en fait, voilà notre cadre de référence. C'est-à-dire que dans tout système humain, nous avons ça en arrière-plan. Vous êtes coach, consultant, moi aussi je le suis. J'ai passé des années à diagnostiquer des problèmes, à faire des recommandations. Mais en fait, ça a changé mon métier de me dire, mais quand vous me racontez votre histoire et vous avez une difficulté, je n'arrivais pas à entendre de mon interlocuteur ce qui était source de vie. Qu'est-ce qui marche finalement? À vous entendre, rien ne fonctionne. Et donc, en fait, c'est notre présupposé, c'est que même si on vous déclare que dans un système humain, il y a des difficultés, il y a des problèmes, nous, on va chercher ce qui fonctionne, ce qui marche. C'est un peu la différence entre appréciatif et positif. Vous l'avez pas, ça vous a pas échappé. Il y a un balancier en ce moment. Tout est positif, coach positif, consultant positif. Il y a même le bonheur. Si vous n'avez pas un livre sur le bonheur, vous êtes un peu has-been. Il y a le bonheur en procédure, bonheur au travail. J'émets maintenant une réserve sur cette posture. En fait, pour vous faire la distinction entre une posture appréciative et une posture positive, la différence, je prends une analogie avec un bulletin scolaire. Vous avez un bulletin scolaire qui vous arrive. Donc, il y aura les prochains qui vont arriver, hein, parce qu'on arrive en décembre. Être positif, c'est reconnaître, récompenser une bonne note. OK. Voilà, ça, c'est être positif. Être appréciatif, c'est un peu plus. C'est dire, tiens, tu as une bonne note, raconte-moi comment tu as fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as eu une bonne note? Et vous voyez que le pourquoi, il se place auprès d'une intention positive, parce que ça aurait pu être, et c'est largement le cas, pourquoi tu as eu une mauvaise note. Donc on a réutilisé l'attribution causale à quelque chose qui fonctionne. Ça, c'est juste pour vous parler de la posture appréciative. Donc ça veut dire que dans une organisation humaine, quand quelqu'un ou une entreprise dit « oulala, il y a un baromètre social catastrophique, il y a un désengagement, les gens sont démotivés », et en plus c'est vrai puisque je vous en parle, nous cherchons, il y a forcément des choses qui fonctionnent dans votre entreprise, il y a encore des éléments qui sont engagés. Comment ils font, eux? Qu'est-ce qui se passe? Voilà la posture appréciative. Donc apprécier, c'est pas être positif béatement, c'est vraiment, et c'est le terme inquiry. Inquiry, c'est enquêter, explorer, et bien sûr dans une orientation positive. Alors, voilà des phrases clés qui, en fait, nous gouvernent. Donc, je vous laisse les lire. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chacune d'entre elles, mais voilà, on s'aperçoit que quand quelqu'un vous parle avec un certain langage, son langage révèle la réalité qu'il a de son environnement. Donc, il suffit parfois de changer la manière dont on s'exprime. Tout ce qu'on étudie grandit. Donc, quand vous étudiez un problème, vous le faites grandir. Combien de fois nous voyons que des problèmes deviennent très importants parce qu'on multiplie la taille du problème rien que par le langage. Mais par une réussite, c'est pareil. Si on demande à quelqu'un qui nous parle d'une réussite, ce qu'il étudie,
va devenir plus grand dans sa perception. Voilà, on parle aussi, si on veut commencer à changer quelque chose, changeant la manière de s'exprimer, changeons notre langage. Nous parlons de langage appréciatif, c'est-à-dire c'est une autre forme de langage, c'est du français, mais on est plutôt dans quelque chose qui est dynamique, qui donne envie, qui est attractif, ambitieux et désirable. Et il y a la possibilité de trouver des mots qui sont vraiment porteurs de sens, alors que dans les entreprises, on s'aperçoit que ça tourne auprès de 10 mots, pas plus. Cette phrase, quand on explore, on apprend. Quand on apprend, on change. Et puis, moi j'adore celle-ci, c'est « do good in order to do well », c'est-à-dire que pour que les organisations, vous savez, tendent vers l'excellence, tendent vers tout un langage qui de tendre vers quelque chose de plus haut, plus grand. En fait, on s'aperçoit que les systèmes humains grandissent plus et davantage à partir de ce qui marche. Il y a un merveilleux paradoxe que je propose aux clients qui me demandent de parler de l'appréciative inquiry, et je leur dis, est-ce que vous êtes prêts à résoudre un problème à partir de ce qui marche bien? Vous voyez, ça c'est intéressant parce que ce paradoxe-là, il dit, tiens, comment ça, on résout un problème à partir de ce qui marche et ce qui fonctionne bien? Vous êtes sûr? Vous vous trompez pas de philosophie? Ben non, en fait, aujourd'hui, au bout de 15 ans et 30 ans, on s'aperçoit que des systèmes humains qui sont dans des grandes difficultés ont pu grandir et changer à partir de leur réussite et de leur force. Alors, je continue sur l'approche. Les disciplines associées, en fait, on s'aperçoit que dans la démarche que je vais vous présenter après, il y a plein de disciplines connexes. Peut-être que celles-ci, certaines d'entre elles, vous les connaissez. Le constructivisme, hein, c'est la réalité. Les neurosciences, quand on raconte une histoire, vous allez le faire, eh bien, il y a un niveau de dopamine, sérotonine et d'ocytocine qui se met en place. On s'aperçoit qu'avec les neurones miroirs, depuis les années 90, on répond à l'empathie. Sociologie des organisations, c'est le berceau. On a même étudié le lien entre le sentiment d'efficacité personnelle, c'est la croyance de pouvoir y arriver. Quand je raconte une réussite, j'augmente ce niveau de sentiment d'efficacité. Et ça, c'est vraiment important dans les organisations. Bien sûr, c'est une approche narrative et on passe par du storytelling, c'est-à-dire qu'on raconte une histoire. Aujourd'hui, on a des expériences, par exemple chez Michelin ou dans d'autres systèmes, où par 500, par 600, voire par 1000, chacun raconte une histoire. En fait, l'idée, c'est de redonner du sens au mythe dans ce qu'il a de meilleur. Naturellement et spontanément, les entreprises ou les organisations, si on leur laisse la parole, sont plutôt dans des informations neutres ou un peu déficitaires. Rarement, naturellement et spontanément, sont dans des informations dites vraiment appréciatives, c'est-à-dire qui mettent de l'embellie dans leur organisation. Voilà à peu près les disciplines associées. Quelques éléments de méthode. Alors, je sais que vous êtes coach agile, il y a de la méthode. Voilà quand et dans quel domaine on peut utiliser l'approche appréciative. Vous avez à peu près ces exemples-là. Accompagnement au changement, organisation du travail, leadership, formation. On a des exemples sur la sécurité au travail, je vous en parlerai. Communication, convention d'entreprise. Actuellement, on travaille avec le pôle de psychiatrie de l'hôpital de la Timone avec 600 personnes. Où ils vont raconter, c'est des métiers très très durs en psychiatrie, donc ils vont raconter une réussite dans leur métier de médecin. On travaille avec des enfants, des enseignants. Voilà le type d'application. Tout, a priori, tout problème qui a une destination d'être résolu par un collectif peut faire l'usage de l'appréciative inquiry. Voilà les domaines d'application. 3 exemples. Sécurité au travail, vous avez au centre de la France une grande entreprise française qui travaille le caoutchouc, qui habille les roues, qui supporte l'ASM Clermont, difficilement, parce que parfois ils loupent pas mal le final, mais enfin depuis quelques années c'est terminé. Oui. J'ai vu France, Sud-Afrique et on a perdu très peu, mais je suis un fan de rugby. Sécurité au travail, quand vous avez l'indice de sécurité au travail qui augmente, ça veut dire qu'il y a des accidents et des incidents dans les usines. Le réflexe de nos amis, la gérance de Michelin, je l'ai dit, c'est de focaliser sur le problème et de comprendre pourquoi il y a un problème. Donc, vous allez questionner les ouvriers dans les usines.
Ce qui se passe, c'est que les questions que vous posez sont qu'est-ce qui fait qu'il y a eu un incident, il y a eu un accident, pourquoi la palette, elle était dans la rangée, pourquoi le cariste, là, n'a pas pu l'éviter et pourquoi il est allé sur le stockage et il s'est renversé. La nature des questions dans un mode résolution de problème sont des questions qui amènent les individus à être dans la défense. C'est pas moi, c'est l'autre, c'est le système. Quand ils ont eu vent de cette approche, la Appreciative Inquiry, déjà ils ont vérifié si c'était pas une secte, parce que franchement ils ont dit mais c'est né où, c'est universitaire, vous avez fait quoi comme étude, enfin c'était le scan. Et on leur a dit, et c'était assez simple de leur demander, avez-vous été témoin que l'indice de sécurité au travail chez vous était satisfaisant? Question d'enfant. Ben oui, bien sûr. Bon. Est-ce que quand il est satisfaisant, savez-vous ce que font les gens dans les usines pour y arriver, pour atteindre cet indice? Que font les personnes quand elles produisent de la sécurité dans les usines, au stock, quand elles livrent, quand elles sont en chimie? Que font-elles? Eh bien, écoutez, c'est intéressant parce qu'ils nous ont dit on n'avait pas pensé à ça. J'ai dit, ben oui, vous pouvez questionner sur... On ne nie pas le problème de la sécurité au travail, mais on peut questionner un ouvrier chez Michelin, un agent de maîtrise, un tourneur, un fraiseur, un chimiste sur quel comportement tu as quand tu produis de la sécurité, de mettre ensemble tout ce collectif, qu'ils mettent à jour des comportements qui produisent de la sécurité à 3 niveaux, pour moi et mon écosystème, mon collègue, et puis dans la relation avec la machine. Eh bien voilà, on a eu une collection de comportements qui en fait ne sont pas des comportements qui produisent de l'insécurité, mais l'inverse. Quand vous mettez à jour des comportements, donc des compétences qui produisent un résultat, c'est plutôt intéressant de faire grandir ça que de tenter de diminuer les comportements qui produisent de l'insécurité. Donc vous voyez que l'apprentissage, il est parti de ce qui fonctionnait, de ce qui donnait du sens au travail. Absentéisme. Une entreprise, taux d'absentéisme, 15%. Quel réflexe a un DRH avec un pourcentage de 15% de taux d'absentéisme? Son réflexe, c'est de passer de 15 à 12, parce que ça coûte cher, et de 12 à 10, et à 9. Donc, n'importe qui dirait, je voudrais savoir ce qui fait que les gens sont absents au travail. OK ? Bien sûr, ça fait un document. Dans les cas de RPS, ça fait le document unique. On a les causes, on a les facteurs qui font que les personnes sont absentes. On peut poser une question inverse, dire, écoutez, moi je nie pas que les gens vous avez une difficulté à cet ordre-là, mais que font les gens quand ils sont au travail, qu'ils sont engagés? Est-ce que vous avez déjà questionné là-dessus? Dit autrement, est-ce que ça vous intéresserait, vous voyez, si vous êtes, allez, on va dire, à 90% de personnes engagées, de faire grandir les 90 plutôt que de diminuer les 10? Donc, si vos managers connaissent ce qui produisent de l'engagement, ça vaudrait peut-être le coup d'installer ça dans une charte managériale, par exemple, et de faire en sorte que le collectif, eh bien, on fasse en sorte qu'il soit nettement plus engagé pour diminuer une potentielle absence au travail. Voilà, vous voyez la différence. Donc, en fait, c'est pas qu'on résout le problème de l'absentisme, c'est qu'on le dépasse. Défaut de qualité d'une pièce mécanique à Annecy, vous avez un détecteur de gaz qui, à un moment donné, était de mauvaise qualité. Les Américains qui recevaient ce détecteur renvoyaient à chaque fois ces pièces. Donc ça coûtait cher. N'importe quel directeur d'usine, et c'était le cas, ils ont missionné des consultants pour comprendre ce qui se passait. Alors donc batterie d'outils, le SWOT, Ishikawa, cause-effet, arrête de poisson, plus d'autres outils, ça marchait pas. On m'a demandé d'intervenir. Je dis, oulala, une pièce mécanique, on ne fait pas dans l'acier, nous. Hein. Mais par contre, on fait dans l'humain qui fait l'acier. Donc, réunion, directeur de prod, directeur technique, c'était une quinzaine. Je dis, oula, c'était impressionnant. Et je leur ai dit, mais est-ce que vous avez été témoin qu'à un moment donné, cette pièce mécanique, ce détecteur de gaz, qui équipe les airbags, qui équipe plein de matériel aujourd'hui, est-ce que vous avez pu voir que cette pièce-là, à un moment donné, était satisfaisante? Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment font les ouvriers derrière leur machine quand ils réussissent. Parce que si on va chercher ce qui ne va pas, ben ok, peut-être qu'il faut changer une pièce ou une machine.
Et donc là, on dit dans notre jargon une AI. Alors c'est une réunion, hein, et puis ils sont venus en pompe sécu, en cheval, et puis en fait on a compris que c'était un simple problème d'engagement. Chez Botanique, si vous connaissez Botanique, c'est un peu comme Truffaut au Jardinland, ils vendent des jardinières, des problèmes de chiffre d'affaires. Donc que fait un directeur de magasin quand vous avez des vendeurs qui font pas suffisamment? On leur dit de faire plus avec moins, c'est-à-dire plus de clients et moins de temps avec les clients, parce qu'il faut augmenter le chiffre. Mais quand on a questionné les 300 vendeurs de Botanique, on leur a demandé comment vous faites quand vous réussissez une belle affaire, une belle vente. Eh bien, le facteur principal qui permettait à ces vendeurs de réussir une belle vente, c'était le facteur temps. Ce qui veut dire que la direction générale produisait l'inverse de ce qu'elle voulait obtenir. Ah, c'est incroyable. Oui, donc ça, c'est un peu la tournure d'esprit. Je dis bien qu'on ne nie pas les problèmes ni les difficultés. On tente de les dépasser par une autre voie. La méthode, en fait, c'est 5 phases. On a une première phase, donc c'est une approche hautement participative. Il n'y a pas de coach AI, de consultant AI, c'est le collectif, quel qu'il soit. On décide, première phase, on décide du projet. Qu'est-ce que l'on veut vraiment, vraiment? C'est la question que l'on pose. À partir de ce problème, qu'est-ce que vous voulez vraiment, vraiment? Ensuite, on va, par rapport à un sujet, on va, vous voyez que dans l'histoire de la vente ou dans la sécurité au travail, ici, apprécier le meilleur de ce qui est, c'est-à-dire que la question qui est posée, c'est raconte-moi quand tu as réussi à faire une belle vente, plutôt que raconte-moi quand ça s'est pas bien passé. Donc la notion de découverte, c'est de mettre ensemble des personnes, et vous allez expérimenter, qui vont raconter une réussite, d'une part, mais qui vont aussi comprendre pourquoi ça a marché. Est-ce que vous avez été, à un moment donné, éduqué à comprendre comment vous avez réussi une bonne note à l'école? Non. On a tous été flagellés parce qu'on n'a pas vraiment eu un bon résultat dans une matière. Donc on n'a pas appris à rechercher les causes d'une réussite, vraiment. Dans le monde du sport, ils le font. Pour le coup, ils le font. Quand on découvre ce qui marche, ce qui fonctionne, vous avez une autre phase qui est la phase devenir, c'est par rapport à ce qui marche, qu'est-ce que l'on souhaite, qu'est-ce que l'on veut. Donc vous voyez, il y a une projection vers l'avenir. Ensuite, quand vous avez une projection vers l'avenir, eh bien la phase décision, la phase design, c'est le mettre en œuvre, et puis on déploie avec les actions. Ce qui veut dire que quand on est dans une méthodologie appréciative, on démarre par une réussite et ça se termine par une action concrète. Voilà. Je vous ai remis en fait les phases. Phase définition, c'est un commanditaire qui définit une ambition, donc c'est comme dans des projets classiques. Que veulent les commanditaires? Ils choisissent les thématiques. Sur quel thème on va faire réfléchir le collectif. La phase découverte, c'est réunir les participants et leur permettre d'échanger sur leur réussite et les mécanismes de succès sur ces thématiques. Problématique de communication entre deux services. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ça a bien marché? Problème d'organisation, qu'est-ce qui fait que notre organisation a bien fonctionné? Problématique de responsabilisation d'autonomie au travail, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ça a bien marché? Dans une entreprise, ils ont un sujet, c'est la responsabilisation. Alors, ok, interrogez comment fait les employés, que ce soit la direction générale et tous les niveaux hiérarchiques, et quand vous vous sentez responsable, par quoi vous passez? Voilà. Ensuite, eh bien, quand on a découvert ce qui marche, eh bien, on se projette sur les sujets comme la communication, la responsabilisation, l'autonomie, le management. Qu'est-ce que l'on souhaite? Qu'est-ce que l'on désire? Et puis ensuite, ce que l'on désire, vous l'avez compris, on le met en œuvre et on le déploie par des actions concrètes. Voilà, là vous avez un exemple, 500 militaires dans une salle, 2 par 2, ils sont en train d'échanger sur une réussite. C'est hautement collectif. On a maintenant des expériences de plusieurs milliers avec la Lyonnaise des Eaux. Actuellement, on travaille avec des universités qui fusionnent. Dans une fusion, c'est intéressant. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que tu viens avec quelle force, tu rencontres quelle force, et les gens échangent sur les réussites. Vous voyez, dans une cas d'une fusion, on a tout souvent ce qui se met en place, c'est la comparaison sociale. C'est, vais-je me faire manger? Comment il va me manger? Là, en fait, le petit partage avec le plus gros
une réussite. Je ne dis pas que ça résout tout, mais ça produit aussi un sentiment d'être meilleur et de ne pas avoir celui qui est de se sentir absorbé. Alors, je regarde l'heure. Voilà. Alors, ce que je vous propose, 2 par 2, vous allez échanger. Racontez un moment professionnel au cours duquel vous avez été pleinement engagé avec le sentiment fort d'être parfaitement agile dans cette situation. Alors généralement, quand on pose ce type de questions, c'est oh là 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 là. Et c'est 99% des gens se Et vous savez pourquoi on fait parce qu'on n'a pas eu l'habitude. Une réussite. Ah non, alors par contre, j'ai plein de problèmes. Hein. Ça, je veux dire, j'en ai plein là. Et Jérôme, on rajoute du temps parce qu'on a des problèmes là. Ah bon. Au fond, quelles sont les 3 motivations profondes qui vous ont amené ici à Agile Grenoble, partagées 2 par 2, 5 minutes chacun. C'est juste créer un échange. Et ensuite, on se retrouve pour partager. Hein? Ok. Time. Je sais, c'est frustrant de s'arrêter. Je respecte le temps, Jérôme. It's your time. Quelles sont les réponses que vous souhaiteriez obtenir? Il reste 10 minutes. Comment on fait là? Il faut balancer le... Putain. Dans les expériences que vous avez partagées, vous nous avez souvent dit qu'ils avaient essayé une méthode plus classique d'approche des problèmes avant de passer à l'appreciative inquiry. Vous avez vu des différences de qualité d'évolution ou de rapidité d'évolution en utilisant directement l'appreciative inquiry avant de, par échec, passer à l'appreciative inquiry? Non, je n'ai pas mesuré des différences en partant directement avec une approche appréciative et celle où il y aurait eu avant une résolution de problème. Je pense que des organisations, notamment je pense à une qui est passée par la résolution de problèmes, ils ont dit « Ah, enfin on reconnaît ce qui marche ». C'est le sentiment émotionnel, c'est le mouvement émotionnel que ça a suscité. Ouais. Mais je n'ai pas vraiment mesuré des différences. Non. Je vous laisse... Du coup, je rebondis sur ta question. Est-ce que vous avez ressenti qu'il y avait besoin que les gens essayent la résolution de problèmes classiques et être confrontés à un échec pour derrière se dire il faut essayer différemment et on ressentit ce souffle différent, ce nouveau souffle en utilisant l'appreciative inquiry? La résolution de problèmes, on est né avec ça. Hein. Donc c'est naturellement quelque chose qu'on a depuis Descartes. D'abord, en fait, votre bon sens tente de résoudre le problème. Vous ne restez pas avec une douleur. Donc, on est né avec ça. Ce qu'il y a, c'est que c'est dans la lignée du biais cognitif que nos anthropologues ont décrit. C'est-à-dire que pour me défendre avant, j'avais besoin d'être en colère et de mesurer une difficulté dans mon environnement pour me protéger. Après, effectivement, on a connu ça. Les antibiotiques sont passés par une résolution de problème, la technologie et l'industrie par une résolution de problème. C'est parce qu'on a analysé les problèmes qu'on a évolué. La difficulté qu'on a rencontrée, c'est qu'on a transféré la manière de résoudre un problème du milieu industriel et on s'est dit, on va utiliser ces mêmes méthodes dans le milieu humain, entre nous. Mais on passe d'un monde compliqué à un monde complexe. Ah, ben oui. C'est comme, on me dit souvent, oui, mais est-ce que ça marche, l'appreciative inquiry? C'est pas que ça marche ou ça marche pas.
il se passe quelque chose. Regardez les questions que vous avez posées, il se passe quelque chose. Enfin, vous voyez, comme le mariage, et votre fils vient voir, dis donc papa, ça marche le mariage? Donc voilà, enfin dans mon cas ça n'a pas marché. Hein. Mais bon, il s'est passé quelque chose. Oula. C'est un peu comme là. Bonjour. Oui, c'est intéressant, c'est-à-dire quand vous avez mal au dos, on masse le pied. Vous avez le symptôme et la maladie. En France, on s'occupe du symptôme parce qu'on pense que ça va résoudre la maladie. En médecine chinoise, vous êtes vision plus holistique. C'est bien ce que je dis, c'est que si j'ai mal là, c'est probablement que j'ai besoin de me détendre. Donc tu vas respirer 5 fois. Donc oui, il y a une espèce. Je me méfie quand même de la notion de pensée chinoise parce qu'aujourd'hui, la pensée chinoise, ils produisent comme des malades. Donc ils sont. Mais peut-être que oui. Ouais. C'est-à-dire qu'on a une pensée systémique. Voilà. Alors qu'on est plutôt régi et gouverné par une pensée analytique. Mais vous qui êtes agile, normalement, vous passez de l'analyse au système. C'est-à-dire que, vous voyez, on n'analyse pas la Lune et la Terre pour étudier les marées, on étudie la relation entre les deux. Alors ici. Donc si j'ai bien compris un peu la méthode, c'est vous vous basez très fortement sur les expériences passées de ce qui s'est bien passé. D'ailleurs, vous commencez souvent par la question, est-ce que vous avez été témoin de ce qui s'est bien passé? Est-ce qu'il arrive d'être dans des cas où on dit, ben non, j'ai jamais été témoin, et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Je m'attendais à une question comme ça. Eh bien, on ne peut rien faire. C'est dommage. Vous voyez, en fait, j'appelle ça des questions stupides. Merci. Mais pas vous, vous n'êtes pas. On est. Imaginez, qu'est-ce que j'appelle une question stupide? C'est une question. Par exemple, vous vous rendez compte si tout le monde fait comme vous? Mais non, la probabilité pour que tout le monde fasse comme moi, ça n'existe pas. Donc, vous voyez, en fait, je ne vous juge pas, évidemment. C'est qu'en fait, si j'ai pas été témoin qu'à un moment donné, c'est pas marché. D'abord, mon cerveau m'a hacké ça. Il m'a kidnappé le fait que je ne me souvienne pas. Il est impossible que ça n'ait pas bien marché. Sinon, ça s'appelle quoi la mort? Ça n'existe pas. Tout système humain, il y a eu des moments où il y a eu des moments de bonheur, des moments de performance. Si lui n'est pas témoin parce qu'il vient d'arriver dans l'entreprise, il se renseigne avant. Vous voyez ce que je veux dire? Simplement, quand je dis que c'est une question dite stupide, et pardonnez-moi de le dire comme ça un peu frontalement, c'est qu'en fait, c'est « Oh oui, mais si ça n'a jamais marché, c'est qu'on ne peut rien faire. » Il y a une belle manière de dire « Est-ce que vous voulez résoudre votre problème? » Oui. Prouvez-moi que vous en avez les moyens. Oh aucun problème. Comment je fais? Parlez-moi de comment ça s'est passé quand ça a bien marché, parce que c'est bien là-dessus qu'on va s'appuyer. Comment font les personnes dans des situations extrêmes? Comment elles font pour s'en sortir? Elles sont passées par des ressources. Il faut bien qu'on s'appuie là-dessus. Oui, c'est de la résilience. Donc, quelqu'un qui vous dit qu'il n'a jamais été témoin, soit c'est de la mauvaise foi, soit il n'a pas eu la présence d'esprit de questionner son système pour comprendre dans quoi il est fort et comment il fait quand il est fort. Donc voilà, non, il n'y a jamais eu il n'y a pas ce genre de questions. Il y a des questions comme ça, mais globalement, non, je provoque en fait. D'accord. C'est génial ce truc-là. Je fais le parallèle avec quelque chose que je connais plus moi, qui est l'approche orientée solution. Oui. J'ai entendu des coachs orientés solution dire ce qui est très important, c'est vraiment de clarifier l'état désiré, donc la solution, et d'analyser les clés de réussite. Dans votre expérience, c'est quoi que ça amène en plus de vraiment identifier ses ressources plutôt que juste définir vers quoi on veut aller? Répétez. Cette étape de comprendre pourquoi on a réussi, est-ce qu'elle reste indispensable pour moi? Elle est toujours dans l'analytique. Est-ce que juste définir très clairement la solution, c'est pas suffisant? Non, parce que définir une solution, je m'appuie sur quoi?
En fait, il y a une différence entre le désir et une solution. Je ne compare pas avec l'approche centrée solution, l'approche centrée ressources, qui sont des approches individuelles. En fait, il y a bien une différence entre trouver une solution à un problème et désirer quelque chose. Nous, on est sur le désir. Quand l'aspirateur est en panne, la solution, c'est de le réparer. Mais il y a bien une différence entre la solution et ce que je désire faire. Ce que je désire, c'est quoi? C'est nettoyer. Donc l'énergie, elle est là. Alors qu'on passe du temps à trouver la solution au problème. Parfois, on oublie ce qu'on désire. On peut passer du temps à trouver un problème entre nous, mais qu'est-ce qu'on désire vraiment? Par exemple, on peut tout à fait dire, bon, vous voulez résoudre ce conflit-là entre vous, les équipes, là, ou entre couples? Bon, ok, et après? Pourquoi? Ça sert à quoi? Ben oui, c'est vrai, ça sert à quoi? Ça sert à rien si on ne s'est pas projeté sur le après. Une fois que le conflit est résolu, à quoi ça nous permet d'atteindre? Vers quoi on veut aller? Donc, on n'est pas tout à fait dans l'approche centrée solution, on est dans l'approche centrée désir. Parce que c'est tout simple, c'est que le désir, c'est quelque chose que je veux obtenir. On est d'accord avec ça? Ça va alimenter la zone de la récompense qui, une partie de votre cerveau, ceux qui sont un peu neurosciences là-dedans l'ont bien compris, c'est dire pourquoi je vais vers ce désir-là? Parce que quand je l'aurai, je serai récompensé. Donc, le niveau de dopamine, il augmente. La solution, elle me ramène au problème, puisqu'il faut que je trouve une solution. Donc, vous voyez, il y a un peu des parallèles, mais c'est un peu le même esprit en tous les cas. Je ne sais pas si c'est une bonne question. J'adore cette prudence. Non, l'idée, c'est une métaphore. Si je suis malade, et que je me pose la question comment je fais d'habitude pour ne pas être malade, et que la solution c'est je mange bien, je fais du sport, etc. En quoi ça me permet de sortir de ma maladie? Parce que le problème, il n'est pas... là, j'ai un problème qui est immédiat, qui est je suis malade et il faut peut-être prendre des antibiotiques et j'aurais beau bien manger, bien, etc. Ça ne résoudra pas le problème. Oui, mais en fait, vous savez, ce qui se passe, c'est je vais prendre un schéma, vous êtes en... imaginez, -5, 0, +5, ça va? De 0, c'est l'état neutre. Je suis absent de problème, absent de maladie. Quand je ne vais pas bien, je suis entre 0 et -5. Notre réflexe, c'est de passer dans la zone insatisfaisante à « je n'ai plus de maladie, j'ai plus de problème ». Oui, mais est-ce que je suis heureux? Il manque une dimension. L'Organisation mondiale de la santé, depuis 1900, a dit être heureux et bien c'est pas uniquement une absence de problème, c'est être bien portant physiquement, psychiquement et socialement. C'est-à-dire que dans l'appreciative inquiry, on dépasse la résolution de problèmes, on va au-delà. Pourquoi on va au-delà? Parce que les systèmes humains reviennent vers les états initiaux. On dit oui, le naturel revient au galop. Si vous voulez regardez l'école du ski français, le plaisir, ils disent le plaisir, ça s'apprend. C'est-à-dire qu'il faut apprendre. Plus on passe, on fait des boucles pédagogiques sur les réussites, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui fonctionne, plus on amène les systèmes humains à non pas être tout le temps dans la résolution de problèmes, ni dans la prévention, mais être dans une phase qui est au-delà de l'absence de problème. Un couple, il s'occupe de lui quand il a une difficulté. Il communique sur ce qui ne va pas. Mais quand ça va bien, est-ce qu'il communique? C'est normal. On a rangé ce qui est exceptionnel et extra-ordinaire sur l'étagère, c'est normal. Donc votre cerveau, il est prisonnier. Notre idée avec l'appreciative inquiry et tout le courant de recherche en psychologie sociale, psychologie positive, en neurosciences, c'est de nous apprendre à sortir du fameux biais négatif qui est de dire il faut rendre exceptionnel quelque chose qui fonctionne, qui marche, pour habituer nos neurones à prendre l'élément de ma vie qui est vitalisant pour communiquer dessus. Sinon, on reste sur, puisque c'est normal, entre nous, chéris, on n'a pas besoin de communiquer, puisque ça va bien. Et vous voyez, c'est ça le truc. Regardez le biais négatif, on tord le cou au biais négatif. Quand vous prenez votre voiture, est-ce que vous dites « chouette, elle marche » Si elle ne marche pas tout le temps. Alors que vous devriez le faire.
tous les jours. Vous faites un café, chouette, le café, il marche. Non, mais c'est vraiment un apprentissage, c'est de la plasticité cognitive. C'est de nous apprendre à être beaucoup plus que absent de problème. Je regarde l'heure. Encore une ou deux questions? Une? Non. Merci à vous. Si vous avez des... Si vous avez des questions, Jean-Christophe est encore là cet après-midi, vous pourrez le croiser, vous l'avez déjà vu, hein, maintenant. Pile poil, hein. Merci à vous. Alors, si, en rentrant ce soir, vous savez, quand on rentre, ta journée? Non, c'est raconte-moi un bon moment de ta journée.